Rachid Temal, de nouvelles révélations dans la presse sur l'évasion fiscale. Elles sortent un petit peu partout. Elles vont sortir d'ailleurs toute la semaine, graduellement. On appelle ça le Paradise Papers. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quelle est votre opinion là-dessus? Déjà sur le fait qu'elles sortent et ensuite sur l'affaire elle-même. Sur l'affaire, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que quand certains pensent que la mondialisation peut être qu'heureuse, je pense qu'il y a besoin, encore une fois, à la fois de lutter contre les paradis fiscaux et aussi de faire en sorte que, notamment, la taxe internationale puisse voir le jour. On voit bien que ce qu'il y a derrière cela, c'est des personnalités qui ont une capacité à faire transiter de continent en continent, de compte à compte, des sommes astronomiques. Et donc je pense que c'est sur ces questions-là qu'il faut aujourd'hui maintenant s'interroger. La financiarisation de l'économie mondiale, internationale, atteint ses limites. L'évasion fiscale a toujours un coup d'avance sur les pouvoirs publics. C'est oui, une mais réalité. Oui, ça fait, souvenez-vous, dès 2008, Nicolas Sarkozy indiquait lors d'une fameuse conférence de presse que les paradis fiscaux, c'était fini. Manifestement, ce n'est pas le cas. Donc on voit bien que tous les débats que la gauche a portés notamment, mais d'autres, sur le besoin justement d'avoir une fiscalisation, on va dire, avec une taxe internationale sur les transactions, et aussi de pouvoir éviter cette financiarisation, comme je l'évoquais, est aujourd'hui centrale. On ne pourra pas en permanence découvrir de nouveaux scandales, scandale après scandale. Il faut que chacun prenne conscience de ce qui se passe. Et que le secret bancaire doit demeurer, mais en même temps, il faut que les banques, un certain nombre d'organismes internationaux jouent le jeu. Et donc je pense que là, il faut une vraie conférence entre les États, les banques, pour arrêter certaines pratiques. D'accord. Rachid Temal, ça fait 6 mois qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République. Quel bilan tirez-vous de ces 6 premiers mois? D'abord, on peut lui reconnaître quelques points positifs. Je pense qu'il a su porter effectivement une forme de renouveau. Il a su présenter aux Français un dynamisme, incontestablement. Et puis après, il faut regarder la réalité. Comme je le dis souvent, c'est comme la peinture impressionniste. Il y a des touches, puis après, ça fait un grand tableau. Quand vous regardez la fiscalité, et notamment le budget qui en passe d'être adopté à l'Assemblée et qui viendra bientôt au Sénat, la réalité est là. Emmanuel Macron mène une politique de classe. Il a fait un choix. Le choix de l'injustice fiscale, sociale et territoriale. Fiscale, avec quand même son exemple de premier de cordée qui illustre tout. Quand quelques-uns vont recevoir un chèque de 1,5 million d'euros, un chèque de l'État. De l'autre côté, les plus pauvres vont revoir le droit de payer, de payer plus de CSG, et d'avoir moins d'APL. C'est quand même assez fou que dans cette société-là, on dise à ce moment-là, pour les plus riches, on va vous aider, pour les moins riches, vous allez payer. Donc l'ancien ministre de François Hollande est le président des riches? Moi, je ne parle pas du président, je parle de son budget ou de sa politique. Je pense qu'il y a une politique de classe, qu'effectivement, il est là pour favoriser. Il a une théorie derrière tout cela, ou ce gouvernement a une théorie. C'est que si les plus riches s'enrichissent, demain, les plus démunis pourront avoir quelques miettes. C'est la fameuse théorie de ruissellement. Je n'y crois pas d'un point de vue économique, ni politiquement. Et d'ailleurs, rien ne le démontre. Et donc, pour les Français et Français qui vous regardent, ça veut dire concrètement que demain, moins d'APL, les contrats aidés supprimés pour une grande part. On a vu ce qui s'arrive sur les bailleurs sociaux. Et on peut comme ça continuer les exemples, multiplier les exemples. Je rappelle que le budget de l'emploi est même lui aussi diminué. Sur la politique industrielle, les exemples donnés sont quand même plutôt la France vend les bijoux de famille ou voit l'industrie partir chez les Allemands ou chez les Italiens. Donc voilà, il y a beaucoup de mots. La réalité est beaucoup moins heureuse. Il y a aussi beaucoup d'actes. Rachid Temal, il a engagé de nombreuses réformes importantes, notamment sur le plan social, des réformes nombreuses. Est-ce que selon vous, le rythme des réformes est le bon? La question n'est pas le rythme, la question c'est le contenu. Si vous prenez des exemples concrets sur le droit du travail, franchement, plus d'insécurité pour les salariés, moins de débats de dialogue social dans les entreprises, et tout le monde le dit, aucune garantie d'efficacité économique. Puisque quand vous prenez l'étude de l'INSEE, où 10 000 chefs d'entreprise ont été interrogés au printemps dernier, ce qui compte, c'est le carnet de commandes, c'est pas le code du travail. Donc, et puis là, vous avez une fameuse réforme sur la question de la formation professionnelle et de l'assurance chômage. C'est intéressant, mais encore une fois, il faut voir dans quel sens cela va. Quelles sont les réformes qui vont dans le sens des Français et de leur quotidien, qui améliorent leur quotidien. Sur la politique territoriale, les territoires en France,
On demande beaucoup aux collectivités et on a raison, parce qu'elles assurent le lien social. Regardez ce qu'elles vous disent. Regardez ce qu'elles disent. Une recentralisation du pouvoir central. Une incapacité à avoir un dialogue serein entre l'État et les collectivités. Parce qu'on transfère beaucoup de missions aux collectivités, mais avec pas l'argent qui va en face. Donc moi, je veux bien qu'on annonce beaucoup de choses. Regardons point par point. Emmanuel Macron voulait faire une politique et de droite et de gauche. In fine, a-t-il tué le clivage politique? Non. Il n'a pas mené de politique et de gauche et de droite. Il mène une politique banalement de droite. Est-ce qu'elle se fait encore entendre, cette gauche? C'est le fameux débat de l'œuf et de la poule. Alors, oui, la gauche est aujourd'hui, en tout cas le Parti socialiste, en responsabilité dans encore 5 régions, 26 départements, beaucoup de collectivités. C'est le premier groupe de gauche au Sénat et à l'Assemblée. Et puis, nous avons des parlementaires européens. Alors, on nous dit, on ne vous entend pas assez. Je dis aussi, il faut peut-être que dans les médias, tout ça soit... aussi, on ait cette égalité de traitement dans la prise de parole. C'est le cas ici. C'est le cas ici, mais c'est pour ça qu'on... Il y a aussi des gens qui s'expriment. Dominique Strauss-Kahn s'est exprimé ce week-end et il a déclaré « Je ne crois pas qu'il y ait d'avenir pour le PS et c'est une bonne chose. Je crois même qu'il est temps qu'il disparaisse. » Vous voyez l'exemple typique. Là, vous me donnez une prise de parole de Dominique Strauss-Kahn. Vous le comptez comme socialiste ou pas? Moi, je le compte comme conférencier. Est-ce qu'il a raison? Socialiste, je ne sais pas s'il est parti socialiste. C'est quand même mais je une référence pour le Parti socialiste. Vous êtes là ce matin, il est normal qu'on vous interroge là-dessus. Je ne dis pas le contraire. Dominique Strauss-Kahn fut effectivement un dirigeant du Parti socialiste, fut un ministre de l'économie et finances et fut même un candidat aux primaires. Mais aujourd'hui, il est conférencier. Et aujourd'hui, quand on est là sur ce que sont les élus en responsabilité, ou les militants, ou ceux qui vont porter la refondation, on ne peut pas citer naturellement le nom de Dominique Strauss-Kahn. Il a sa vision de ce que peut être la gauche, nous n'avons pas la même. Il fait quand même partie des poids lourds du PS, Dominique Strauss-Kahn. Il connaît bien les médias, il connaît bien le Parti socialiste. Selon vous, pourquoi cette déclaration? Pourquoi maintenant? Moi, je ne sais pas et ça ne m'intéresse pas à la limite. Ce qui m'intéresse, j'étais samedi à Toulouse avec les militants socialistes de la Fédération de la Haute-Garonne. Bon, ce que j'ai pu noter dans leur dialogue avec eux, c'est qu'ils étaient toujours présents et emballés par la refondation. Ils veulent reconstruire un parti socialiste. Ils veulent mener des politiques de gauche. Ils l'ont dans le département avec le président du conseil départemental et au niveau de la région. Ils innovent. Ils font des politiques innovantes. C'est ça qui les intéresse. Ce n'est pas la déclaration d'un tel ou d'un tel dans une conférence. Donc le PS a un avenir? Le PS a un avenir parce que tant qu'il y aura l'injustice sociale et un besoin d'émancipation, un besoin d'Europe, le Parti socialiste sera au rendez-vous. Il se doit de se refonder. Vous parlez de cette refondation du Parti socialiste, mais sur quelle ligne politique allez-vous refonder ce parti? Alors, nous, contrairement à d'autres partis, parce que j'ai noté qu'il y avait d'autres formes d'organisation, si j'ai suivi la dernière semaine, nous aurons un congrès en mars 2018. Quand ça, en mars? La date est calée? La date n'est pas arrêtée. Nous serons vraisemblablement sur la deuxième quinzaine du mois de mars. À ce moment-là, comme dans un congrès, les militants voteront pour une ligne politique, mais plus encore, pour un projet de société. Moi, ce que je souhaite, c'est que le prochain congrès, je l'ai vu là dans la presse, ne soit pas un concours d'ego, ni d'un nom. Je souhaite que, d'abord et avant tout, ce que nous devons aux militants, ce que nous devons aux Françaises et aux Français, c'est que le Parti socialiste vienne à un congrès et arrête une vision de la société, un projet de société. C'est-à-dire, quand vous dites pas de concours d'ego, pas de nom, vous souhaitez garder une direction collégiale même après le congrès? Moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est le contenu du congrès, ce que nous dirons aux Françaises et aux Français. Le reste suivra. Mais est-ce que c'est pas surtout le signe que vous avez du mal à trouver un leader pour refonder ce parti? Non, mais quelque chose soit simple. Nous avons vécu une séquence électorale historiquement avec cette défaite-là. Donc, vous avez vu qu'un certain nombre de grands dirigeants ont soit pas pu être candidats, soit ont quitté le Parti socialiste. Mais ce qui compte avant tout pour les Françaises et Français, ce n'est pas un visage. Je sais bien que c'est la politique spectacle, pardon. Ce qui compte avant tout, c'est les socialistes. Les autres en ont, Rachid Temal. Comment? Les autres en ont. Mais nous allons y arriver. Mais d'abord les autres. Mais sur quelle ligne? Encore une fois, un parti politique n'a d'intérêt dans une démocratie que s'il propose un projet. Aujourd'hui, je crois, ce qu'il faut au Parti socialiste, c'est un projet. Quelle est sa vision de la société française? Quelles sont ses réponses aux problèmes des Françaises et des Français? Pour compléter ce qu'elles ont dit, vous n'êtes pas intéressé par le poste de premier secrétaire vous-même? Moi, pour les choses soient simples, j'ai accepté une responsabilité difficile qui est de coordonner dans la période. Mais après, après. Mon horizon, très honnêtement, et ce n'est pas une figure de style, mon horizon, c'est jusqu'au Congrès. Il y a beaucoup de travail, et vous le savez bien, pour arriver jusqu'au Congrès. Rachid,
Temal, Carlos Puigdemont, l'ancien président de la Catalogne, est en Belgique depuis plusieurs jours. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la justice espagnole. Il s'est livré à la police belge. Est-ce qu'il a eu raison de se rendre ? Moi, je ne sais pas s'il a eu raison ou pas. Ce qui, par contre, m'interroge, c'est en Europe, au moment où nous parlons, qu'il y ait cette situation. Et que, à part soutenir Madrid, ce que je peux entendre, nous avons, nous, appelé le président de la République à convoquer un sommet européen ou à demander un sommet européen. Quand même, on peut avoir des opinions différentes sur... Et sur sa démarche, lui, vous n'avez pas entendu. Sur d'indépendance ou pas. Mais quand on est à mettre en cause, en tout cas en prison, des hommes politiques en Europe, ça nous interroge. Et donc, moi, je pense qu'il a bien fait de démontrer qu'il n'était pas dans une logique. Oui, mais sauf que certains de ses ministres ont été, aujourd'hui, ils sont encore en Barcelone, ils sont, eux, emprisonnés. Donc là, moi, je pense qu'il a bien fait de se présenter pour démontrer qu'encore une fois, il ne voulait pas fuir la justice, mais il a un combat politique. Moi, je ne partage pas l'idée qu'il faille une indépendance de la Catalogne. Mais je peux accepter que des hommes et des femmes le proposent et que même les habitants aient pu voter un membre pour lui. Donc j'appelle les uns et les autres à respecter la loi, mais en tout cas, on ne peut pas régler une situation politique qui pose un problème de fond, en Espagne aujourd'hui, mais peut-être demain aussi en Europe, dans d'autres pays, via les tribunaux.